Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour, pitons l'amour. Pourquoi? C'est comment les boss et les bossesses. Comme j'aime ces moments de nos retrouvailles. Ici, Yamou, alias Champi, votre présentatrice. Et nous voici pour l'épisode 06 de votre web show Comment faire, l'émission qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Le titre de cet opus est Comment faire pour valoriser le coding en Afrique noire. Et comme d'habitude, il y a mes acolytes qui sont la sublime Fiona et la ravissante Naomi. Et pour le thème du jour, nous avons sur le plateau notre invité Fautier Ferdinand, qui est Lead Software Developer sur Java et Python. En quelques mots, je vous donne un peu son background, parce que son background dans le domaine informatique est large. Il a un certificat d'enseignement secondaire supérieur en options scientifiques. Il a un diplôme universitaire de technologie en génie électrique et informatique industrielle. Il a une licence en informatique industrielle. Et il a un master 2 en méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Et présentement, il est consultant pour 2 multinationales, Pepper, P-E-T-H-E-R, qui opèrent aux USA, Cameroun, Ghana, Nigeria et Singapour, et pour la compagnie New Tech Telecom, qui opère en France. Donc, mon cher Ferdinand, je te souhaite la bienvenue dans cette émission. Et est-ce que tu es prêt pour ce qui t'attend? Merci, et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. D'accord. Le principe de l'émission est très simple. Fiona va commencer avec sa rubrique. Ensuite, on va entamer le thème du jour. Et ensuite, Naomi aura sa rubrique. Et ensuite, on va finir avec un petit quiz dont j'ai la charge. Et c'est comme ça qu'on va se dire au revoir. Bon, trêve de bavardage. Nous passons à la rubrique Les Way For. Et toi, Fiona, tu as la parole. Allez, vas-y, éblouis-nous. Les way for, les way for, les way for, les way for. Merci beaucoup, Champi. Rebonjour les boss et les bossesses. Au menu de l'actualité de ce jour, nous avons tout d'abord Karim Benzema, capitaine du Real de Madrid, originaire d'Algérie et de nationalité française, qui a été reconnu comme le meilleur joueur du monde en cette année 2022 et a reçu de ce fait le Ballon d'Or le lundi 17 octobre dernier. Il est le deuxième lauréat le plus vieux à recevoir cette récompense. Il a été classé juste devant Sadio Mané, joueur de football sénégalais qui au passage a reçu lui aussi le prix Socrate pour ses nombreux engagements sociaux. Selon plusieurs internautes, la victoire de Karim Benzema est une récompense méritée pour son talent, sa bravoure et son humilité. Voilà donc la première actualité de ce jour. Maintenant, j'aimerais poser une question à notre invité Ferdinand, bien sûr, s'il veut bien. Donc, Ferdinand, est-ce que tu es un fan de football? Moi, je rêve grand. Je ne rêve pas grand, mais je suis droit au but d'or, Marseille. C'est-à-dire, Marseille, ça veut dire quoi? Je suis un supporter fervent de l'Olympique de Marseille. Ah bon. Parce que moi, je voulais te demander. Je déteste Paris. Et je déteste Paris, le Real de Madrid, qui préfère Barcelone. Ah, ok. Mais où est le rapport? Ça, tes préférences.
Bon, en fait, tu as déjà dit que tu es fan de football et c'est le plus important. Moi, je voulais demander en fait ce que tu penses de Karim Benzema, toi en tant que garçon fan de football. Qu'est-ce que tu penses de cette belle récompense de cette année, qu'il a reçue cette année en fait? Étant fan du concurrent du Real de Madrid où Karim Benzema évolue, normalement, j'aurais dit je ne suis pas fier de sa victoire, mais je pense qu'il mérite, vu les années où il a été à l'ombre, il a travaillé dur, il a accompagné ses coéquipiers qui ont déjà aussi cette distinction pendant des années comme Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, il est l'un, pour ne pas dire le meilleur des footballeurs, des attaquants du moment. Même si derrière, il y en a d'autres, mais il est parmi les meilleurs. Donc, il mérite. D'accord. Ah, d'accord. Ouais. Moi, j'ai pas d'avis. Moi, le foot. Et toi, Naomi? Tu as un avis là-dessus? Franchement, j'ai pas d'avis, franchement. Du moment où il n'y a pas... On dit, Sadio Mané, c'était pour moi l'un des meilleurs joueurs de ces dernières années. Vraiment, à part lui, je vois personne. Donc, d'accord. Bon, moi non plus, j'ai pas vraiment un avis personnel là-dessus. Je sais juste que Karim Benzema, c'est quelqu'un de vraiment humble et bon, pour le reste, j'imagine qu'il a vraiment mérité si beaucoup de personnes l'ont apprécié, quoi. Attends, par rapport au foot, je n'ai pas un avis parce que moi, je m'en fous du foot. Mais par rapport à Karim Benzema, je suis contente qu'il ait eu sa récompense parce qu'il a beaucoup été critiqué en France, vraiment beaucoup stigmatisé. Donc là, je me dis, chapeau, voilà. Les mauvaises langues vont maintenant s'étouffer avec leur langue. Voilà. En fait, ce n'est que ça que je peux dire. Mais sinon, par rapport au foot, moi, je m'en fous du foot, honnêtement. Ah, d'accord. Ok, dans la news de la deuxième news, c'est laquelle? D'accord. Dans deuxième actualité, dans la ville de Ulm, au sud de l'Allemagne, a été inaugurée le vendredi 7 octobre 2022 une place au nom de Rudolf Douala Mangabell, plus d'un siècle après sa pendaison par l'administration coloniale allemande. Celui-ci était le roi du clan Bell du peuple Douala au Cameroun pendant la période coloniale. Et il a effectué ses études académiques en Allemagne et a eu l'opportunité de travailler pour l'administration coloniale et de comprendre son système. Et ceci tout en régnant sur son peuple. Et donc, il a été condamné en 1914 pour haute trahison pour avoir défendu son pays face aux exigences injustes des colonialistes. Et donc, c'est ainsi qu'il meurt en héros et devient un martyr pour son peuple. Donc, voilà, c'était la deuxième actualité de ce jour, l'inauguration en faveur de Rudolf Douala Mangabell en Allemagne. Et donc, j'aimerais demander à Champi ce qu'elle pense de cette cérémonie particulièrement et si bien sûr elle a entendu parler de Rudolf Douala Mangabell, bien que je crois que oui. Évidemment, je veux dire, c'est la base. Il fait partie de l'une des figures des résistances contre l'invasion coloniale et occidentale. Ce serait plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. Oui, mais moi, j'étais pas au courant que l'Allemagne avait fait une inauguration à son nom sur leur territoire. Bref, je vais dire quoi, c'est louable, mais est-ce que c'est suffisant pour enlever, pour faire, je vais dire quoi, pour soigner la douleur qui a déjà été, qui n'a pas cicatrisé pendant tout ce siècle, parce qu'il il est mort au siècle dernier, tu as dit 1800, 1914. Donc, bref. 1914, oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. Donc, mais c'est déjà un pas dans la pression. Naomi, toi, tu as un avis? Ouais, c'est pareil pour toi. Et Rudolf Douala Mangabell, on l'a tous et toutes connu dans nos cahiers d'histoire. Et franchement, le fait qu'ils mettent la statue, pour moi, bon, oui, c'est un bon début, mais bon, c'est franchement, voilà. Mais c'est déjà bien, tu vois, parce que je crois qu'au Cameroun, c'est vrai, je sais pas si on lui a autant rendu hommage au Cameroun. Et on lui a aussi rendu hommage au Cameroun. Il doit avoir sa statue. Il doit avoir sa statue à Bonanjo. En fait, il y a une rue au Cameroun qui porte son nom. Un truc comme ça. Une rue au Cameroun qui porte son nom. C'est tout. C'est tout. Je crois qu'il doit aussi avoir une statue normalement
Non, je n'ai pas entendu parler de statue. Oui, Voilà, une statue à Bonanjo. Il a une statue à Bonanjo, voilà. Okay. Ouais. Bon. Qu'est-ce que la news te dit, Ferdinand, comme tu as intervenu? J'ai pas suivi. Qu'est-ce que la news te dit par rapport au fait qu'il a eu un hommage, en Allemagne? C'est une statue, Fiona. C'est pas une statue aussi. C'est je quoi, voulais aussi alors? apporter préciser. En fait, c'est un lieu qu'on a inauguré en son nom. D'accord. Et puis on a écrit une sorte de plaque là où on a raconté un peu son histoire. Ok, qu'est-ce que ça te dit, Ferdinand? C'est côté politique, j'aime pas trop la politique, mais côté histoire, je dirais que c'est une bonne chose que au moins là on a reconnu son travail, parce que je me dis aussi que cet espace-là a été, on a fait cet espace en son honneur, sûrement à cause de son travail et de ses œuvres peut-être, mais peut-être côté politique, je doute fort que c'est à cause de ses actes politiques qu'on a fait cela, je doute fort. Oui, parce que c'était quelqu'un de brave, il a étudié le droit allemand et tout. Et c'est parce que justement il a étudié le droit que lorsqu'il s'est rendu compte que le traité que son grand-père avait signé avec les Allemands, c'était un traité de protection, n'était pas respecté par ceux-ci. Il a donc décidé de saisir la justice allemande, le Parlement plus précisément. Et donc il a essayé d'aller de manière civique, en respectant les droits allemands pour protester et faire valoir ses revendications. Et donc, il n'y a pas eu vraiment de suite positive face à cela et ça l'a révolté. Et lui aussi, quand ça l'a révolté, il a poussé son peuple à se révolter. C'est comme ça que, bon, plus tard, avant la Première Guerre mondiale, il a été condamné à mort pour haute trahison et voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, il y a juste une chose qui m'interpelle. Quand son grand-père signait le traité, est-ce que son grand-père parlait l'allemand? Ou bien est-ce que les Allemands parlaient le Sawa? Moi, en quelle langue ils communiquaient, donc... moi, je ne peux pas te répondre. Hein, non, oui, mais en fait, c'est une question vrai, qui me trotte dans la tête. C'est une question à poser aux historiens. Ouais. Bon, les filles et notre invité Ferdinand, on va devoir faire une courte pause et revenir pour le thème du jour. Donc, merci Fiona pour cette rubrique. Le topo du jour, c'est maintenant. Nous voilà de retour, les boss et les bossesses, après cette courte pause. Et il est temps de passer au plat de résistance. Et le thème, donc, c'est comment faire pour valoriser le coding en Afrique noire. Avant de te poser quelques questions, Ferdinand, je voudrais d'abord fournir une information sur le sujet du coding. Donc, j'ai découvert que dans un article sur le site African Business Journal, écrit par Eliman Semben en 2018, donc j'imagine que c'est une fille ou bien un garçon. Bref. Donc, elle donne l'information suivante que selon le Mackenzie Global Institute, l'Afrique sera le plus grand réservoir de main-d'œuvre mondiale d'ici 2035 et que la démographie sera sa véritable richesse. Et d'ici 2050, quelques 40% de la population mondiale sera africaine et près de 50% des jeunes Africains auront moins de 18 ans. Et qu'en 2067, l'Afrique aura la population d'enfants la plus élevée devant l'Asie. Et donc, ces mutations viendront avec leur cortège de défis et les demandes d'emploi devront exploser dans plusieurs secteurs. Ça, c'est d'un. Et de deux, un autre rapport publié par Dell et l'Institut pour le futur disent que 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Et donc, l'automatisation et la robotisation entraîneront des changements majeurs dans la majorité des corporations. Et donc, elle suggère que les États africains devraient mettre en place des stratégies futuristes pour anticiper ces besoins. Et notamment, le codage ou programmation informatique constitue une alternative de choix pour élever ce gigantesque défi. Je ne sais pas si tout le monde a bien suivi ce que j'ai dit. Donc, moi, je voudrais savoir, Ferdinand, toi, en tant que codeur, développeur, tu parles la langue de Java et de Python.
est-ce que cette analyse je veux dire, qu'est-ce que tu vois dans cette analyse-là? Je pense que c'est déjà en cours parce que pour le moment, les pays européens recrutent beaucoup ici en Afrique la main-d'œuvre pour le développement. Donc, du coup, je pense que c'est en cours. Et on va plus tarder à passer en tête devant l'Inde qui est présentement le premier grenier de main-d'œuvre en matière de coding. Ok, ça, je ne savais pas. Merci pour l'info. Et Naomi, Fiona, est-ce que vous avez un petit commentaire à faire? Bon, déjà, je trouve intéressant ce qu'il vient de dire là, en ce qui concerne l'Afrique qui est en train d'évoluer. Et donc, je voulais juste lui demander, en fait, qu'est-ce qu'ils font exactement dans le coding. En fait, en tant que main-d'œuvre, qu'est-ce qu'ils font exactement? Qu'il nous parle un peu plus de son travail, quoi. Voilà. Ok. Naomi, toi, tu as un commentaire à faire avant qu'on ne passe au questionnaire qu'on avait pour Ferdinand et qui va répondre à la question de Fiona, justement. Oui, en fait, là, quand tu parlais, tu as parlé de 2030, c'est ça? Tu as donné une date. J'ai donné plusieurs dates. J'ai donné 2035, 2067 et 2050. En tout cas, pour 2035 que tu as donné, moi, je trouve que c'est une utopie. Nous sommes déjà en 2022 et je n'ai pas l'impression qu'on considère le codage ou alors même l'automatisation, toute cette catégorie de choses. Je pense pas qu'on considère ça vraiment en Afrique. Genre, on a encore beaucoup de progrès à faire. Certes, il y a déjà des choses qui sont faites, mais vraiment, c'est minime. C'est un avis assez honnête. Maintenant, passons au questionnaire que nous avions pour Ferdinand, pour qu'il nous était un peu sur ce monde du coding, monde du Python et du Java. Donc, Ferdinand, la première chose que je vais te demander, c'est de définir le terme coding ou bien développement en informatique. Qu'est-ce qu'on attend par coding? Utilise vraiment un langage que tout le monde peut comprendre. Un langage que tout le monde peut comprendre. Donc, je peux parler le Bafoussam, ça serait un peu plus mieux. Non, merci, il faut parler français. Est-ce que tout le monde peut comprendre le Bafoussam? Je sais pas, il nous troll. Oui, parlons Ferdinand, s'il te plaît. C'est vrai que tout le monde peut pas comprendre le Bafoussam. Le coding, en fait, c'est là, peut-être, je vais dire ça comme ça, c'est là de transformer, d'automatiser d'automatiser une injection. Non, je ne veux pas dire automatiser. Comment je peux dire ça? Il fallait pas mettre définir avec le terme, veut dire quoi, formel. C'est quoi le coding? Il ne fallait pas mettre simple dans la... Oui. Donne la définition formelle. La définition formelle, c'est d'écrire un langage, d'écrire en langage interprétable par la machine des programmes qui vont remplir des fonctionnalités précises. C'est ça que je trouve que ça c'est compliqué. Ça, c'est aussi simple comme définition. Justement, c'est facile à comprendre. Oui, c'est facile à comprendre, c'est la définition formelle. Et donc, les langages peuvent être Python ou Java, c'est ça? Oui, mais ce n'est pas uniquement ces langages qu'on utilise. On peut utiliser du Python, du Java, du CSS, du HTML, du JavaScript, TypeScript, Assembler. Il y en a une panoplie. Ok, mais déjà, les trois les quatre que tu as cités là me donnent mal à la tête. D'accord. Et donc, quels sont les divers secteurs qui peuvent employer les codeurs ou les gens qui sont forts dans le langage de Java et Python et tout ça? Un développeur peut travailler dans n'importe quel secteur d'activité, que ce soit la banque, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans une chaîne de télé, une chaîne de radio. On a besoin des développeurs. Parce que le développeur, lui, il aura ce rôle-là de comprendre comment vous fonctionnez de manière, je veux dire, de manière... organique? Non. Comment vous procédez, en fait, quels sont vos process. Et lui, son rôle sera maintenant de développer un outil qui va permettre d'informatiser ces process pour quitter pour faire ce qu'on appelle la dématérialisation des processus. Okay. Donc, et il va faire un outil, par exemple, je dis n'importe quoi, un logiciel qui va peut-être vous permettre d'enregistrer vos émissions radio juste en appuyant sur une touche et après faire le montage juste en appuyant sur des touches, que d'utiliser des outils spécialisés que
que par moment, peut-être, vous n'avez pas toutes les compétences pour comprendre. Donc, c'est un peu ça, le rôle d'un développeur. Donc, il Faire facilite un la outil qui vie. va- Voilà. OK. Et donc, et pour un développeur, quel est le type d'environnement qui peut faciliter l'apprentissage de ce langage-là, comme Java? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faciliter les apprenants à mieux s'instruire sur Java, Python, tu as dit CSS. Oui. Mhm. Pour mieux, pour faciliter l'apprentissage, l'idéal serait d'abord que l'apprenant ait des connaissances sur l'analyse, comment analyser une situation, comment aborder un sujet, comprendre certaines situations, parce qu'il faut d'abord comprendre le métier avant de pouvoir l'informatiser ou l'automatiser. Donc, ce qui fait qu'il faudra d'abord que l'apprenant ait quand même un niveau acceptable, un niveau scolaire acceptable, par exemple un baccalauréat. Et après, maintenant, il faut des études en informatique, comme par exemple un DUT en informatique, un BTS en informatique, une licence. Et après cela, maintenant, il va se spécialiser à la fin de cela en un domaine précis, soit en licence, soit sur le terrain. Tu as dit qu'il faut que l'apprenant puisse savoir analyser. Tu veux dire qu'il faut que l'apprenant ait un esprit d'analyse, comme on dit, analytical skills. Oui et non, parce qu'il faut d'abord que la personne puisse réfléchir. C'est pour ça que je dis oui. Non, parce que il y a ce qu'on appelle l'analyse informatique. Il y a des modules, des cours qu'on fait qui est l'analyse informatique, comment analyser un problème de manière informatique. Mais est-ce que ça répond dans la question de l'environnement? Est-ce qu'il y a un environnement précis pour ça? Ou bien le fait d'avoir donné le parcours éducatif, pour toi, constitue l'environnement qui est propice à l'apprentissage? L'environnement ici, c'est le milieu scolaire d'abord et ensuite sur le terrain. Donc, il faut passer par les classes ou bien les secteurs que tu as listés là pour pouvoir prétendre à faire du développement informatique. Exactement, parce que certaines personnes se disent qu'en étant autodidacte, ils peuvent carrément devenir développeurs. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Il y en a qui le font et ils sortent du lot. Mais il y aura toujours une différence entre celui qui code et en fait ses classes normalement. Quand je dis normalement, au moins c'est un niveau licence. Et celui qui est resté chez lui, il a appris du code et puis du code. Il y aura toujours une différence. Celui qui a fait ses classes normalement peut travailler dans n'importe quel domaine. Mais pourtant, celui qui est autodidacte, qui a appris par exemple du coding, étant docteur, il ne pourra appliquer peut-être que cela au domaine, à son domaine peut-être la médecine, ou appliquer au domaine où il a appris. Parce que quand on dit autodidacte, ça veut dire que tu suis des tutoriels. Oui. Et le tutoriel est axé vers un domaine. Donc, tu ne pourras répliquer ce que tu as appris que dans le domaine que tu as appris. Alors que celui qui a fait ses classes normalement, moi aujourd'hui, je peux travailler dans le domaine de l'assurance. Je travaille dans le domaine de l'assurance. Je travaille pour les hôpitaux. Je travaille même pour le gouvernement. Mais tout ça parce que... Vas-y, coach. J'en ai terminé. C'est Champi, non. Non, j'apprécie ton parcours. Non, mais j'apprécie ton parcours. Ça veut dire que tu es éclectique. Oui, vas-y, Fiona. Oui, en fait, je voulais dire que Ferdinand, donc, selon toi, en fait, quelqu'un qui s'est formé en autodidacte, c'est-à-dire qui a suivi des cours en ligne, qui a acheté des cours, par exemple, pour apprendre un langage de programmation comme Python, ne peut pas se diversifier plus tard. Parce que généralement, quand on offre ces cours-là, on commence aussi avec les bases, dans les trucs basiques, et puis on évolue. Et ça dépend du niveau que toi, tu veux avoir, en fait. Parce que tu as dit que c'était l'école, en général, qui était l'environnement pour la base. La base. Maintenant, quand on va te parler d'autodidacte, quand je comprends ta question, ça veut dire que peut-être on n'utilise pas le bon vocabulaire. Quand on parle d'autodidacte, c'est quoi un autodidacte d'abord? Peut-être il faudrait qu'on se mette d'abord d'accord. Moi, quand j'attends autodidacte, c'est quelqu'un comme Champi, qui a fait de ses écoles de commerce et après prend sa machine un jour, dit je vais devenir codeuse ou développeur.
Mhm. et se met à aller acheter un cours pour apprendre. C'est ça un autodidacte. Un autodidacte, ce n'est pas celui qui, comme moi, je dis aujourd'hui, je suis développeur Python et Java, et je dis non, je vais maintenant commencer à faire du Node.js. Je prends les cours. Ça, ce n'est pas un autodidacte. Ok, d'accord. Donc, autodidacte, c'est quelqu'un qui n'a pas à la base un background en informatique, programmation informatique, donc qui sort d'un cadre totalement différent et qui veut commencer à coder et qui se forme avec les cours en ligne ou bien, disons comme ça, alors que quelqu'un qui a déjà une base, que ce soit Java ou peu importe, et maintenant qui veut maintenant se transitionner vers un autre style de langage, là, c'est pas un autodidacte. Peut-être qu'il continue juste sa formation, mais dans une autre langue informatique. C'est ça? Exactement. Ok. Si je peux faire une précision, oui, vas-y, précise. Peut-être pour écrire ici, c'est que un développeur, c'est un développeur. Qui fasse du Java, qui fasse du Node.js, qui fasse du React, c'est un développeur. Aujourd'hui, si on me met un code qui est autre que du Java ou du Python, je suis à même de comprendre ce qu'il fait, de débugger, même dire le problème à tel niveau. Donc aujourd'hui, je peux me reconvertir en C#, en n'importe quel autre langage. Mon temps d'apprentissage sera tellement réduit que je pourrais commencer dans un mois à écrire du code. Parce que tu as les bases. C'est ça en fait ce que tu veux dire? Parce que j'ai les bases, oui. D'accord. Et moi, d'après ce que tu viens de dire, c'est vrai que tu expliques bien, mais je ne suis pas très d'accord avec le fait que tu dises que les autodidactes ont la difficulté à quitter d'un langage à un autre et tout. C'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Pardon, depuis, je suis en train de vous écouter. Il a dit, lui, quand il a fait son école, il peut quitter d'un langage à un autre facilement. Il apprend et en un mois, il code. C'est ce que tu viens de dire, non? Il a dit d'un domaine à un autre. C'est ce que je viens de dire, mais concernant les autodidactes, j'ai dit il a dit que ça sera ne peut pas appliquer, va difficilement appliquer ce qu'il a appris dans d'autres domaines dans le domaine dans lequel il a appris. J'ai pris le cas de l'exemple d'un médecin qui, par exemple, un jour se lève et il peut faire une application pour gérer l'hôpital. En ce moment-là, il va faire l'application parce qu'il va suivre des tutoriels en ligne qui parlent de création d'applications pour un hôpital. Il va suivre toutes les étapes jusqu'à aboutir à la solution. Mais demain, si on lui demande de reproduire cela dans une pharmacie, je dis n'importe quoi, dans un bar, dans une assurance, il sera difficile pour lui. Ça sera difficile, comme aussi ça peut être difficile pour quelqu'un qui a aussi fait ses études de faire la même chose. C'est pour dire que il ne faut pas qu'on essaye de stigmatiser les autodidactes et de dire aux gens que non, n'apprenez pas par vous-même et tout. Parce que pour moi, l'informatique, c'est une science exacte. Donc, ton programme, s'il y a une erreur, ça ne va pas fonctionner. Voilà. On a juste mis la différence entre autodidacte et quelqu'un qui a suivi une formation classique. C'est ça qu'on a en train d'essayer de nuancer pour que Fiona puisse comprendre. Il n'y avait pas de jugement par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. Oui. J'ai un respect fou pour les autodidactes, premièrement. J'ai un respect fou pour eux. Et je l'ai même dit, il y en a qui sortent du lot. Je n'ai pas dit que c'est peine perdue où ils vont se casser la tête pour rien. Il y en a qui sortent du lot, comme aussi, c'est pas tous les gars qui sont là à l'école qui sortent du lot. Parmi les gars qui sont là à l'école, on compte aussi ceux qui sortent du lot. Donc, je suis d'accord. Parce que moi, je n'ai pas fait les études de coding, de codage, et j'aimerais bien coder. Mais pour coder, moi, je ne vais pas aller à l'école pour le faire. Ah, je comprends pourquoi tu as pris ça personnellement. Je ne prends pas personnellement. Moi, je ne prends pas personnellement, mais je vous dis juste que moi, ça m'a un peu fait bizarre. Et j'imagine. Rassure-toi, on n'a pas jugé les autodidactes. Non. D'accord, ok. On ne jugeait pas du tout. Personne ne peut juger quelqu'un qui prend l'initiative d'apprendre ça. Un fou le ferait. Non, on n'a pas fait ça. On était juste en train d'établir la différence au niveau des compétences. Et il a bien expliqué que tu vas seulement pouvoir effectuer quelque chose dans un environnement réduit parce que c'est que dans ça que tu auras appris. Alors que celui qui a fait une formation classique serait un peu plus polyvalent. C'était en fait la nuance qu'il voulait apporter. C'était tout.
C'est tout. Oui, D'accord. mais moi, Ok. je voulais ajouter ceci, en fait, Mhm. par rapport aussi à la remarque de Naomi et ce que Ferdinand a dit. Mhm. Généralement, même quand on veut commencer à apprendre un langage de programmation, on commence par les bases. Même en autodidacte, on commence aussi par les bases. Et les bases, Voilà. justement, ça vient aussi de cette tuto-là. C'est pas forcément à l'école qu'on voit les bases. Je le dis parce que, par exemple, moi, dans ma formation, on ne fait pas beaucoup de programmation. Mais moi, entre-temps, j'ai décidé d'apprendre un langage de programmation présentement. Et c'est ce que j'ai commencé à faire avec Python. Et là-bas, on apprend juste les bases. Donc, on commence vraiment avec le B.A.B.A., le Hello Vel de la programmation, comme à l'école. Mhm. Le topo du jour, c'est maintenant. Là, tu es en train de parler, tu es en train de dire ce que je suis en train de dire depuis le début. Tu as fait une formation en informatique, donc tu as cette capacité d'analyse. Et maintenant, Non, quand j'ai tu pas veux te vraiment lancer- fait une formation, Ferdinand. En fait, dans mon programme scolaire, il n'y a pas vraiment de programmation. Donc, la formation que je veux faire maintenant, c'est pour moi-même, en fait. C'est personnel. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que j'étudie même à l'école. Mais je Bon, pense une que question, ça peut tu m'aider. as entendu parler de l'UML. L'ULM, non, pas, j'ai pas encore entendu. UML. UML. U, M et Oui. L. Ah non, j'ai pas encore entendu parler. C'est quoi UML, Ferdinand? Langage de modélisation uniformisé. J'ai pas compris. En langage de De quoi? modélisation. Modélisation. Mhm. Mhm. Ce que je dis, n'est-ce pas, c'est que, Mhm. comme elle a dit, elle a fait sa formation, il n'y a pas trop de code. Mais elle fait de l'informatique. Ce qui est sûr, on doit là-bas parler de l'architecture d'ordinateur, tout ce genre de choses, tu vois. Et maintenant, quand je dis l'autodidacte, quand il va vouloir le faire, lui va aller prendre son cours, il va dire, on va lui dire comment écrire peut-être un algorithme en Java, en Python, tu vois. Mais tandis que le gars qui a une base en informatique, qui a une base scolaire, on l'a appris à écrire du code en français d'abord. Donc, quand on lui dit il faut préparer le couscous, lui sait comment il va détailler ses actions pour pouvoir derrière écrire un code performant et efficace. Pourtant, celui qui est autodidacte, lui, il a appris seulement qu'on déclare les variables comme ça, on déclare ceci. Il va peut-être pour faire une même fonctionnalité, il va écrire un code qui a peut-être 20 lignes, 200 lignes. Pourtant, le gars qui a fait son école sait que je peux utiliser une fonction qui va le faire directement. Derrière mon code sera plus léger que pour celui-là. Je n'ai pas dit que lui ne peut pas, il peut le faire. Mais mon code sera plus léger, je vais prendre moins de temps pour écrire ce code. Mon code sera rapide, performant. Pour lui, va demander beaucoup de ressources parce qu'il faut écrire plusieurs lignes de code. C'est juste cela que je vais faire ressortir entre un développeur D'accord. et un autodidacte. Je n'ai Ok. pas dit que les autodidactes ne sont pas bons. Donc, La nuance est bien, la nuance a été bien établie et je t'en remercie pour ça. Bon, quelles sont pour toi les principales difficultés dans le secteur de l'informatique dont fait face l'Afrique? en Afrique, nous, on a ce problème. Nous, on ne se fait pas confiance entre nous. D'accord. Voilà le véritable problème. Dans quel Tu vois sens? quelqu'un qui il ouvre un supermarché, il a besoin d'une application pour gérer son point de vente. Ouais. Donc, la caisse, quand tu viens avec le produit, tu passes sur le code barre et ça génère directement la facture sans que l'opératrice n'a prendre un produit enregistré, deuxième produit enregistré, après sortir le calcul. Il va préférer appeler quelqu'un en Europe, le payer beaucoup d'argent, le louer un hôtel où il va venir rester pendant la durée du projet, où il aura tout à sa disposition, voiture, petit déjeuner et tout. Il donne beaucoup d'argent pour que ce gars vienne faire cela. Alors que toi, le Camerounais ou l'Africain qui est sur place, te propose le même produit à un coût 100 fois moins cher que cela, plus performant. Il va préférer aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Voilà notre véritable problème. Donc, c'est pas, en fait, si je peux résumer, tu veux dire qu'il n'y a pas l'opportunité pour vous d'exprimer votre art. Notre talent. Votre Oui. talent, oui. D'accord. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que peut-être l'une des raisons pour laquelle ces gens font comme ça, c'est parce qu'il y a un manque de sérieux dans la façon dont vous travaillez? Manque de sérieux. Beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains travaillent pour des compagnies indiennes. Beaucoup de Camerounais travaillent pour des compagnies françaises étant au Cameroun.
beaucoup de Camerounais créent des applications. Waouh! Donc, derrière, je ne pense pas que ce soit du manque de sérieux des développeurs camerounais. D'accord. Ou bien africains en général. D'accord. Ou africains en général. D'accord. Et donc... Est-ce que tu ne penses pas que le problème, c'est que lui, il n'a pas encore vu ton produit. Peut-être que celui de l'extérieur, lui, il a déjà eu à faire cette application-là, tout fonctionne et lui, il est juste venu lui dire, voilà, mon application, voilà, ça se passe comme ça et tout. Et donc, quand quelqu'un veut acheter un produit, c'est d'abord le visuel qui l'attire. Si toi, à côté, toi, tu as ton application avec la face, là, je ne sais pas comment vous appelez la face, l'accueil et tout, bâclé, un peu bizarre et tout, c'est pas attrayant. Et lui, celui de l'extérieur, lui, quand il vient avec une application qui lui donne, genre, il lui fait waouh, avec les étoiles, le gars, les étoiles dans les yeux et tout, c'est normal qu'au final, ils finissent par prendre celui qui est venu avec une application finie, qui est toute propre et qui donne toutes les fonctionnalités et même plus encore. Moi, je trouve que c'est normal. Peut-être que le problème ici, c'est que toi, tu n'as pas encore fait. Oui, vas-y. Dans le premier volet de ta question, parce que c'était long, c'est pour ça que je ne voulais pas oublier. Dans le premier volet, tu es en train de réagir comme un RH qui dit je veux un développeur, je veux un employé qui vient de sortir de l'école, a des 5 ans d'expérience. Il doit aussi avoir des connaissances en physique nucléaire. Comment veux-tu que j'ai de l'expérience si tu ne me donnes pas ma chance? Première question, moi je veux que tu répondes à cette question. Où est-ce que je vais prendre cette expérience? Il va falloir que vous écoutez parce qu'il va falloir qu'on continue. Tu vois un peu, il faudrait que tu me donnes ma chance pour que je te prouve ce que j'essaie de faire. Ça, c'est de 1, de 2. La majorité des applications, on va adapter l'application au produit. La majorité des applications européennes, tu vas adapter ton entreprise à l'application, je vais dire. Oui. Alors que dans les bonnes pratiques de développement, c'est l'application qui doit s'adapter au fonctionnement de l'entreprise. Oui. Et c'est le produit que nous, Africains, nous, on donne aux entreprises et ils ne veulent pas. Ils préfèrent aller s'adapter. Est-ce que vous avez déjà eu à faire une application? Et parce que, regarde, parce que moi, j'ai déjà vu les gens, surtout, il y a une application de comptabilité, je ne sais plus, mais je ne connais plus le nom. J'avais entendu parler qui faisait fureur. Genre, le gars, il a développé son application qui t'aide à faire la comptabilité dans ton entreprise là-bas au Cameroun. Et apparemment, il y a beaucoup de personnes qui achètent l'application. Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu un prototype. Il vient, il te montre comment ça fonctionne et tout. Et c'est normal que tout le monde veut l'application. Mais si toi, tu n'as pas encore programmé et tu crois qu'en venant dire à quelqu'un que oui, je connais programmer telle application et tout, toi, tu penses qu'il va prendre 10 millions pour te donner alors qu'il y a une autre personne qui sort de la planète Mars qui lui a déjà montré une application toute faite et qui dit en fait il n'y aura que quelques adaptations à faire et tout et tout. Tu crois vraiment qu'il va choisir qui? Je veux dire, c'est normal qu'il finisse par choisir quelqu'un. Il a déjà vu ce qu'il est capable de faire et il va lui donner son argent. À un moment, il faut quand même qu'on se dise la vérité. Dis comme tu le dis, tu as raison. Je te donne le point. Présenter la situation de cette manière-là. Tu as le point. Mais présentons la situation telle qu'il est. Je vois un bâtiment, on est en train de construire, on va en train de construire un supermarché. Oui. Je lui propose ma solution qui a été développée par moi-même. Maintenant, je lui dis, tu me donnes ton cahier de charge, j'adapte ma solution à ton fonctionnement. Oui. Toi, tu me dis jamais. Ça fonctionne ou ton application? D'accord, on a compris. J'appelle Odo en Belgique où j'appelle Sage Sarri. Je dis que je veux un expert. Il va venir, je vais lui donner 17 millions. Il est logé, il a une femme pour le week-end et tout. Il est à la plage. Non, c'est clair. C'est ce que les entreprises font. Oui, bon, on l'a présenté comme tu dis. Là, Ok, les amis, ok, il va falloir qu'on move on, please. On doit move on. Moi, je voudrais savoir, Ferdinand, pour toi, quels sont les moyens qu'on doit mettre en place pour rendre le coding un peu plus présent auprès des jeunes? Donc, pour qu'il y ait plus de développeurs, parce qu'actuellement, là, il n'y en a pas beaucoup. Au niveau national, au niveau système éducatif,
je pense que l'État a déjà pris cela sur eux de faire cela parce que de nos jours, je me rappelle en 2010, quand j'étais encore au lycée, on faisait l'informatique peut-être en terminale, première terminale. Du vrai code, on écrivait du code en première terminale. Mais c'était encore du code exécutable. C'était en quelle année? 2010. Il a dit 2010, oui. J'écrivais du code sur le papier, ce n'était pas exécuté, donc c'est l'enseignant qui devait exécuter ça dans sa tête. Mais quand tu parles de code, tu parles de non, quoi? mais Parce que moi, arrête un peu de le couper, s'il te plaît. Je veux qu'il finisse sa question. Non, mais je veux qu'il finisse sa réponse. On n'a plus de temps. S'il te plaît, et c'est mieux qu'il finisse avant que tu poses la question. Parce que après, ça alors. Fini, vas-y, finis. Bon, comme je disais, on écrivait du code sur le papier et l'enseignant compilait dans sa tête pour nous dire si ça fonctionne ou pas. Mais de nos jours, à partir de la classe de 3e, on écrit du code. Seconde, il y a même des filières informatiques qui commencent à partir de la classe de première, qu'ils appellent la première TI, où on écrit du code. Donc, je pense que c'est là en train de venir. Et il y a plusieurs universités privées qui offrent ces formations-là. Donc, on peut pas manquer le mal. Et quand tu parles d'universités privées qui offrent les formations, généralement, les formations sont à certains coûts. Et donc, ce qui m'amène à la dernière question de savoir, pour les personnes qui aimeraient se former dans le coding, mais qui n'ont malheureusement pas les moyens de leur politique, quels sont les conseils que tu leur donnes, je peux dire quoi, de débrouillardise, de pouvoir apprendre quand même le coding, même s'ils n'ont pas les moyens, par exemple, d'aller dans ces écoles privées-là pour se former? Est-ce qu'il n'y a pas des petites combines qu'on peut faire pour apprendre? Oui, quelqu'un me disait un jour que rien n'est gratuit, l'école n'est pas faite pour le pauvre. Et si c'est même gratuit, c'est pas le produit. Donc derrière, il y a un coût à payer. Même si ce n'est pas financier, il faut du temps parce qu'il y a des plateformes où il y a des cours gratuits. Il y a des bourses qu'on lance pour des formations en ligne gratuites, mais il te faut du temps, il te faut de la connexion Internet. Et il faut aussi savoir où l'information est. Parce que derrière, certains appellent ce qu'on appelle la chance. Certains disent la chance, mais la chance est égale à opportunité plus préparation. Donc, tu dois te préparer pour que quand l'opportunité arrive, tu puisses la saisir. Donc, il te faut du temps et les bonnes ressources financières surtout, parce qu'il faut payer la connexion Internet et tout. En gros, il n'y a pas un raccourci de devoir apprendre sans pour autant investir quelque chose. Non, il n'y en a pas. Oui. Naomi, tu voulais dire quelque chose. Si tu peux dire ça en moins de 30 secondes, c'est bon, parce qu'il va falloir qu'on passe à la pause. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand tu parles d'éducation, là, du fait qu'à l'école, les profs faisaient le coding et tout. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, on t'écoute. Les profs faisaient le coding, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai fait la terminale en 2012. On ne faisait pas le coding, on écrivait les algorithmes. Et je sais que algorithme et coding, ce n'est pas la même chose. Donc, les algorithmes, on écrivait là et tout, on se battait, on écrivait les petits trucs, machin. Mais franchement, pour moi, ce n'est pas vraiment ça, faire le pas en termes de coding au Cameroun ou en Afrique. Genre, parce que il faut il faut aussi installer des machines. Il faut que les enfants puissent voir l'ordinateur, être plus, je veux dire, on va dire quoi, en contact avec l'ordinateur. Ça veut dire que je n'ai pas compris sa réponse. Justement, parce qu'il a précisé. Non, il n'a pas précisé, pardon, je finis, moi je l'écoutais très bien. Il faut donc faire vite parce qu'on a moins de 10 minutes. Il a parlé des cours en seconde et je dis les cours, ça ne sert à rien parce qu'après, il faut que l'enfant soit bien, je veux dire, à l'aise avec l'ordinateur, c'est à l'aise que je cherchais, à l'aise avec l'ordinateur. Et pour moi, faire les cours une fois en 2-3 semaines, pour moi, ça ne veut rien dire, c'est tout. Donc, voilà. D'accord, mais c'est pas donc, ce qu'il a dit. Pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts à faire après l'éducation. Après, il y a aussi le travail. Il faut que les enfants, quand ils sortent de l'école, ils puissent facilement trouver le travail sur place. Voilà, j'ai fini. Merci, mais c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Naomi, moi, je suis en train d'ajouter quelque chose. Je ne suis pas en train de répéter ce qu'il a dit. Hello les boss et les bossesses, nous revoici pour la troisième partie et dernière partie de votre émission préférée,
j'imagine, comment faire, dont le thème de cet épisode est comment faire pour valoriser le coding en Afrique noire. J'espère que la séquence précédente vous a vraiment aussi titillé, comme nous aussi, ça nous a titillé. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'argumentaires qui se faisaient. Mais comme toute bonne chose, il y a une fin. Et on se doit de continuer l'émission. Donc là maintenant, je vais passer la parole à Naomi qui va nous faire déguster sa rubrique Les mots pacnes et les mots sages. À toi de jouer, Naomi. La rubrique Les mots pacnes et les mots sages. La rubrique Les mots pacnes et les mots sages. En parcourant le web dernièrement, je tombe sur la publication d'une femme qui dit que quand on accouche, la tête du bébé s'allonge pour faciliter sa sortie et que pendant son accouchement, elle a croisé le regard de son mari qui n'était pas prêt à voir ça et il a cru que la forme de la tête du bébé était définitive. Il s'imaginait déjà comment les camarades de son bébé en maternelle devaient l'appeler Phineas et Ferb. Devait l'appeler Ferb, comme dans Phineas et Ferb. Je ne sais pas si vous connaissez Phineas et Ferb. Voilà. Et puis, je me suis renseignée parce que je me disais, mais comment est-ce que la tête du bébé s'allonge? C'est trop bizarre. Je me suis renseignée et il s'avère que c'est vrai que pendant la naissance, dû aux forces de contraction et des poussées de la maman, le crâne du bébé se déforme et s'adapte aux circonstances. Et ce qui fait qu'à la sortie, la tête présente souvent une bosse allongée à l'arrière ou une forme de travers. La tête est souvent inclinée, plane ou aplatie. Mais pas d'inquiétude, cela disparaît généralement dans les premiers jours après la naissance. Donc, lorsque le bébé sort, ne vous inquiétez pas, sa tête va au fur et à mesure bien se redresser et bien se reformer. Donc, je vais d'abord je vais demander à notre invité son impression ou s'il a des choses à dire par rapport. Bon à savoir. Ça va faire éviter que quelqu'un ne s'inquiète un jour. Quand toi, tu vas tomber évanoui le jour que ta femme va accoucher et que tu vas voir que la tête du bébé est allongée. Heureusement qu'on m'a prévenu à l'avance. Ouais, ne vous inquiétez pas. Moi, je savais pas. En fait, moi, je savais pas que ça en fait, quand tu dis ça long, ça veut dire que ça devient vraiment long parce que Phineas et Ferb, là, ils avaient les longues têtes. Donc, je sais pas. Moi, je me pose la question là. C'est une extrapolation parce que. Je te jure. Devenir long comment? Moi, je savais pas. Je suis allée chercher et j'ai vu qu'il y avait vraiment les bébés qui avaient une longue tête à la sortie. Je te jure. Je te mens pas. Ok, d'accord. Ok, bon, on continue les mots sages de ta rubrique. Ok, pour les mots sages, aujourd'hui, j'ai choisi la citation de Victor Hugo, qui est un écrivain français. La citation est « ouvrez les guillemets, je cite. Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. » Fermez les guillemets. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette citation vous dit quelque chose? Ferdinand, à toi l'honneur. C'est toi l'informaticien. Prouve-nous que même en littérature, tu es fort. Il n'avait pas les 0 sur 10 en dictée. Non, il faut d'abord préciser que j'avais souvent 3 en français. Oui. C'est vous les matheux. Au baccalauréat, j'ai eu 5 en géographie. Donc, non, géographie. En philosophie, il manquait 1 pour qu'on m'élimine du bac. Ah bon? Donc, on va répéter la question. On va répéter la question pour que j'analyse ça de manière dichotomie. Okay. Répétez un peu la question. Attends, je répète la citation. Je répète. Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. C'est de Victor Hugo. Bon, ce que je t'en pense de ça, comme j'écrivais en français à l'époque, ce que je t'en pense, c'est qu'il veut en fait dire qu'il ne faut jamais penser que tout sera toujours triste, vous serez toujours en bas. Un jour, chacun d'entre nous va voir le soleil.
Ça, c'est sur un travail. Ok, Il ne faut oui, pas c'est ça. dormir oui. Il faut pas dormir pensant que non, la nuit va toujours pas difficile au travail. Voilà. D'accord. Et toi, Fiona? Ouais, en fait, moi aussi, je partage cette citation de Tricheuse. Victor Hugo là, comme ça. Non, mais comment ça, tricheuse? En fait, c'est ce que je dis même chaque jour. En fait, cette situation me rappelle en fait que toute situation est temporaire, en fait. Rien n'est permanent dans la vie. Donc, il ne faut pas se dire que parce qu'aujourd'hui, peut-être on traverse une situation, que ce soit joyeuse ou triste, ça le restera toujours. Il y a des épreuves qu'on traverse, mais on doit toujours se mettre en tête que ce n'est que pour un temps, pour un moment, et après, ça va passer, quoi. C'est ce Toute qu'il chose veut a nous une rappeler fin. là. C'est ça que tu veux dire, toute chose a une fin. Oui, toute chose a une fin, ou bien, oui, si tu veux, toute chose a une fin. Mais je ne vais pas dire fin, je vais juste dire que toute situation est temporaire. Voilà. Parce que peut-être ça peut se passer aujourd'hui, après tu vis encore le bonheur et après le malheur revient encore. Mais le truc, c'est que ce n'est pas là pour toujours. Ouais, d'accord. C'est joliment dit. C'est joliment dit. On voit bien que concrètement, à Ferdinand, toi, tu as eu une formation en littéraire. C'est ça, non? Un petit peu, hein. Bon, je crois qu'on a suivi quand même la même formation. Si on a fait les mêmes lycées, bon, je vais dire en général. Non, Ferdinand, lui, tout ce qui n'est pas mathématiques, informatique, physique, il ne connaît pas dans l'histoire. Bon, on va devoir passer à la rubrique suivante. Merci Naomi pour la rubrique les mots pâtes et les mots sages. Maintenant, je sais que les bébés peuvent avoir des têtes longues quand ils viennent d'être nés, mais que ce n'est pas malheureusement pour toujours. Donc, c'est temporaire. Donc, merci pour cette information-là. Et aussi, merci pour la citation de Victor Hugo. On se dirige vers la fin de l'émission. Et avant de partir, il va falloir que je vous présente la rubrique Wandaillance. Et aujourd'hui, j'ai un truc très, très intéressant à vous apprendre. Un truc très, très intéressant. Et j'espère que ça va faire plaisir. Non, je sais que ça va faire plaisir à Naomi, vu comment elle était excitée par rapport au thème-ci. Donc, voilà, rubrique Wandaillance, jingle. La rubrique Wandaillance. Wanda. Wandaillance. La rubrique. Écoutez-moi très bien. Ouvrez très grand vos oreilles. Parce que je n'ai pas envie de me répéter. Quel est le nom du premier pays francophone de l'Afrique de l'Ouest à ouvrir une école spécialisée dans le codage informatique? Première option, le Sénégal, 2017. Deuxième option, le Mali, 2018. Troisième option, la Côte d'Ivoire, 2016. Quatrième option, la Mauritanie, 2019. Cinquième option, le Togo, 2014. S'il n'y avait pas les options, j'aurais dit Sénégal. Quel est que tu répondes? Parce que à chaque fois que on a dit aussi Côte d'Ivoire. Moi, je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Tu ne triches pas aujourd'hui. Ouais. Non, je disais je triche, ma attends, chérie. la raison pour laquelle je me disais pourquoi tu as répondu, c'est parce que généralement, quand je te pose la question à l'invité, le premier, Naomi et Fiona, comme deux tricheuses professionnelles, trichent la réponse de l'invité. Donc, il ne fallait pas que tu répondes. Okay. Bon, cette fois-ci, elles n'ont pas triché. Mais il a dit le Sénégal, non. Moi, je dis Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, quoi. Pourquoi tu dis Côte d'Ivoire? Il faut dire Sénégal. Non, moi, je pense que c'est la Côte d'Ivoire. Fiona, vas-y, réponds. En fait, cette question ne m'est pas inconnue. Et moi aussi, je sais que c'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas une tricherie. Vous êtes des tricheux. Oh, bref. En fait, c'est la Côte d'Ivoire. Regarde, la Côte d'Ivoire, ils ont je veux dire, la première école, je crois, d'ingénieurs, non. La première école d'ingénieurs d'Afrique de l'Ouest, je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Oui. Je sais pas si c'est en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, mais je pense que c'est en Côte d'Ivoire. Ok, là-bas, c'est ton argument. Toi, ton argument, c'est quoi, Fiona? Je suis en train de dire que moi, je sais que j'ai entendu un peu comme ça dans une conversation avec des amis et on parlait de la Côte d'Ivoire. Donc, je sais que j'ai entendu la Côte d'Ivoire. C'est pas... Tu as seulement copié ta copine. Éclairer ma lanterne. Et toi, Ferdinand, pourquoi toi tu dis que c'est éclairer ma lanterne, s'il vous plaît. Sur quoi? On éclaire ta lanterne sur quoi? Quand vous dites Côte d'Ivoire, j'attends qu'on me donne le nom de l'école. Maintenant, derrière, je sais que c'est le Sénégal est pionnier en Afrique dans les écoles de coaching, mathématiques et informatique. Vous voyez? Mais maintenant, derrière, quand tu as dit Côte d'Ivoire, j'ai un peu d'anglais. Mais maintenant, je veux qu'on me dise, de quelle école on parle? Pas qui? À Naomi ou bien à Fiona? À Chamdi.
Ah, tu veux la réponse? Non, moi j'attends que tu me donnes l'argument qui justifie ta réponse. Que tu as dit Sénégal. Pourquoi tu as dit Sénégal? M Sénégal, le nom de l'école. M Sénégal. Oui. AIMS. AIMS. Ah, M Sénégal, ok. Donc ça, ton argument, d'accord. Bon, je ne sais pas si vous avez trouvé. On va voir. Attendez, je regarde. Est-ce que vous avez trouvé? Vous avez raté? Bon. Comme quoi la triche n'est pas une bonne chose. Naomi et Fiona, vous avez raté. Ok. Vous avez suivi. Vous avez raté Naomi et Fiona. Bon, Ferdinand, est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu as raté, Ferdinand? Ferdinand, tu as raté. Ah, ça alors. Ce n'est pas la EMS. Mais c'est bien le Sénégal, mais c'est pas la EMS. C'est quoi alors? Ah, peut-être la EMS, non, c'est pas la EMS. C'est de Dakar. Non, c'est pas. Ferdinand a trouvé, c'est bien le Sénégal. Non. C'est bien le Sénégal, mais c'est plutôt la Sonatel Academy qui a été créée en 2017. Oh, et tenez-vous bien, la formation est entièrement gratuite. Wow. C'est bien ça. Gratuite. Oui. Et qui finance la formation? Ce sont des compagnies occidentales. Bon, je vais lire ce que j'ai vu dans l'article. Donc, inaugurée en 2017, la Sonatel Academy est créée par la Société nationale de télécommunications Sonatel du Sénégal et entièrement gratuite. L'admission IF s'y fait par étude de dossiers pour entretien sur les compétences techniques des candidats ainsi que sur leur motivation. Et en 3 années d'existence, la Sonatel Academy, antenne sénégalaise du réseau français de fabrique numérique inclusive Simplon, donc c'est une compagnie française qui s'est installée au Sénégal, a encadré près de 3000 apprenants. Et elle a contribué à l'employabilité des diplômés avec un taux d'insertion de 79%, à la création de 7 startups et à la mise en œuvre de 12 projets. Ça rejoint un peu le fait, je vais dire quoi, le fragment que j'ai lu au départ de l'émission concernant le fait qu'il fallait que les États africains fassent tout pour anticiper les demandes au niveau de l'emploi. Bon, et en 2019, la ville de Dakar inaugurait une seconde école dédiée à la programmation et à l'intelligence artificielle, la Dakar Institute of Technology. Cette nouvelle structure de formation propose aux apprenants de simples certifications en programmation informatique, de même que des licences et masters. Et la source, c'est makers.africa. Et l'article a été écrit en juin 2021. Donc voilà. Bon, on va se quitter ici. Là, c'est la fin de cette émission. Et donc, je voudrais remercier notre invité Ferdinand Fautier qui a été superbe dans ses explications. Et aussi un gros merci à Naomi et à Fiona. Merci aussi à vous, les boss et les bossesses. Et surtout un gros merci à la RCF Bruxelles pour la confiance qu'elle met sur nous. Allez, ciao et rendez-vous au prochain numéro.